Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous pour l'invitation. Je pense que mon intervention, elle va rentrer complètement en résonance avec l'intervention de Roukaya et les échanges qui ont eu lieu. Alors oui, je suis médecin généraliste. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille au COMED en Île-de-France, notamment au centre de santé qui est hébergé par l'hôpital de Bicêtre. Et depuis maintenant 6 ans, je réalise des consultations pour les femmes en gynécologie, santé et sexualité. Euh, enfin, oui, on parle de la santé des femmes exilées parce que justement, il s'agit d'un public qui est plus vulnérable sur le plan de la santé, avec des besoins spécifiques. On l'a vu un petit peu. Et parce qu'elles sont souvent invisibilisées, alors même qu'elle représente plus de la moitié de la population immigrée en France. Je vais vraiment vous parler depuis ma place de médecin, avec l'observation qui est faite notamment en Île-de-France et à travers les consultations. Et en fait, dans un premier temps, je vais vous représenter un peu le COMED, mais pas rapidement, et l'observation que l'on fait sur la santé des femmes exilées. Et dans un second temps, j'ai plutôt choisi de vous lire, de partager avec vous un écrit qui est un peu plus personnel, mais qui permet de partager justement les réflexions au sein du COMED qui nous amène à adapter les soins, à changer nos habitudes face aux besoins de santé des femmes exilées, notamment par la création de cette consultation. Alors, comme l'a dit Muriel, le COMED est une association qui a à peu près 45 ans et qui a pour objectif, selon ses statuts, d'agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. Alors, j'ai choisi de ne pas partager de diaporama, mais j'espère voilà, de ne pas vous perdre en vous parlant sans diaporama. Pour, euh, pour, euh, pour, euh, euh, pour pouvoir agir en faveur de la santé des exilés et défendre leurs droits, on a, alors, au-delà d'une activité associative de témoignage et de plaidoyer, une équipe de professionnels qui sont aussi bien des bénévoles et salariés qui accompagnent les personnes exilées au sein de plusieurs dispositifs, notamment donc en Île-de-France au sein de l'hôpital de Bicêtre, un centre de santé qui est le lieu historique du COMED, mais aussi un lieu à Paris, dans le 18e, et à Saint-Étienne, à Marseille et à Cayenne. Ce sont des consultations qui sont pluridisciplinaires, médicales, psychologiques, sociales et juridiques, avec des interprètes professionnels. On fait largement appel à ISM. Qui sont réalisées sur un principe de non-subsidiarité. L'idée étant de favoriser l'accès aux soins dans le droit commun, de faciliter tout ce qui peut permettre une plus grande autonomie et d'agir notamment dans les situations où les soins sont inexistants ou inadéquats à la situation des personnes exilées. En parallèle de ces lieux d'accueil, le COMED a aussi pour objectif de contribuer à la connaissance et à la réflexion sur la situation de la santé des exilés. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le centre ressources. C'est-à-dire, c'est un centre de formation, des publications, la production de données et un observatoire qui me permet aussi de vous présenter les données aujourd'hui. Des permanences téléphoniques, soit directement en soutien des particuliers ou des proches qui nous appellent pour accompagner les personnes dans les difficultés d'accès aux soins, par exemple, mais qui sont aussi des permanences téléphoniques pour des professionnels qu'on va conseiller par téléphone à l'échelle nationale et régionale. Un chiffre, chaque année, c'est environ 7000 personnes bénéficiaires du COMED qui sont soutenues dans les consultations ou au travers des permanences téléphoniques et des personnes qui viennent de beaucoup de pays différents. C'est 130 nationalités en 2022. Alors, la santé des femmes exilées,
En France, alors selon l'INSEE, hein, il y a environ 1,8 million de femmes étrangères qui vivent en France et qui viennent, pour beaucoup d'entre elles, pour plus d'un tiers d'entre elles, d'un pays de l'Union européenne. Et parmi les personnes ressortissant des pays tiers, elles viennent principalement d'Afrique du Nord, puis d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie de l'Est, d'Afrique centrale. Je vous présente ces chiffres en France parce que nous, les populations qu'on va voir, ça va être, enfin, là, ce dont on parle, c'est les femmes exilées en situation de précarité. Et ça ne va pas forcément être donc les femmes qui viennent d'un pays de l'Union européenne. Et parmi les ressortissants des pays tiers, ça va être un peu moins les personnes d'Afrique du Nord, parce que l'immigration est là depuis un peu plus longtemps. Il y a parfois plus de soutien, elles sont moins en situation d'isolement. Les femmes qu'on reçoit, elles viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, en particulier de Guinée-Conakry et de Côte d'Ivoire, mais aussi d'Afrique centrale, de République démocratique du Congo, et du Sri Lanka et du Bangladesh. Sont des pays où les discriminations en tant que femmes, c'est-à-dire les inégalités de genre en matière de santé, d'éducation, de travail, sont particulièrement élevées. Les femmes qu'on reçoit sont jeunes, la moitié d'entre elles ont moins de 34 ans. Et récemment arrivées en France, la moitié sont là depuis moins de 18 mois. Elles vivent dans une grande précarité sociale en France et sont davantage que les hommes dans une situation d'isolement affectif, c'est-à-dire sans avoir une personne à qui se confier. En termes de santé publique, on constate globalement un risque plus important pour ces femmes d'avoir un mauvais état de santé en raison de la fréquence des situations de vulnérabilité qu'elles rencontrent. C'est aussi le cas, par exemple, des mineurs, des personnes âgées, des personnes demandeuses d'asile, des minorités sexuelles et de genre. Quand on parle vulnérabilité, quand on utilise ce terme qui a été beaucoup utilisé partout, j'étais pas là hier, mais vous en avez parlé. Quand on l'utilise, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une diminution de la capacité d'agir des personnes. Il faut l'entendre vraiment comme une construction sociale. Les personnes ne sont pas vulnérables par essence, mais rendues vulnérables selon le contexte politique, social, économique. Les inégalités de santé liées au genre se retrouvent dans notre observatoire de l'état de santé des femmes, étant plus souvent victimes de violences, notamment je vais y revenir, mais de violences liées au genre. C'est 50% d'entre elles qui déclarent avoir subi des violences liées au genre, contre 10% des hommes. Elles sont aussi plus souvent atteintes de psychotraumatisme que les hommes. Elles souffrent aussi plus souvent d'infections au virus de l'hépatite C, 1,3 fois plus, de cancer, 2 fois plus souvent. Elles ont 3 fois plus souvent de maladies cardiovasculaires et 6 fois plus d'infections au VIH. On retrouve aussi ce qu'on a dit auparavant. Ces observations témoignent, en plus de l'exposition à des situations à risque, des plus grandes difficultés d'accès aux soins et à la prévention. Par taux de prévalence décroissante dans notre observatoire, en premier lieu, elles sont principalement atteintes de troubles psychiques, puis maladies cardiovasculaires, de diabète, infection par le virus de l'hépatite B, VIH. Ça va un peu avec ce qu'on a dit aussi précédemment, c'est-à-dire que récemment, comme notre observatoire se fait sur des personnes qui sont récemment arrivées en France, au fond, elles ne sont pas tant que ça infectées par le VIH. Et c'est les études qui ont montré, en fait, voilà, elles s'infectent notamment en partie par les conditions de vie précaires et elles s'infectent en France. Alors, parmi les différents facteurs de fragilisation de l'état de santé des femmes, on peut citer ceux qui sont partagés plus largement par l'ensemble des personnes exilées en situation de séjour précaire. C'est d'abord le vécu d'un exil qui vient rompre de façon brutale le cheminement de la vie, avec une perte des repères culturels, affectifs, sociaux, professionnels, etc. L'exposition aux violences,
dès le pays d'origine, tout au long du parcours migratoire en France, on va y revenir. L'exclusion liée à la précarité du statut administratif, qui est le facteur le plus spécifique des populations exilées, au fond, et qui est responsable d'une alternance de périodes sans papier, de périodes avec des titres de séjour précaires, sans garantie de renouvellement, et qui à chaque fois ont un impact sur la possibilité d'ouvrir des droits à la protection maladie, et qui vient directement mettre en difficulté pour accéder aux soins. C'est le contexte allophone. Alors, la moitié des consultations réalisées au sein du COMET sont faites en langue étrangère. Mais c'est aussi les discriminations, la xénophobie, les conditions d'accueil défavorables. On l'a abordé un peu, la sidération à l'annonce d'une maladie grave. Dans notre observatoire, cette maladie grave, elle est très largement découverte en France. 80% des cas, en tout cas des maladies graves que nous dépistons dans nos consultations, n'étaient pas connues avant l'arrivée en France. Auxquelles peuvent s'ajouter, alors en plus pour les femmes, et on va un peu le détailler, mais sûrement je ne serai pas exhaustive, des difficultés supplémentaires d'accès aux soins. Par exemple, quelque chose de très simple, c'est les femmes sont quand même le plus souvent seules en charge d'enfants, soit leur enfant, soit elles ont la garde d'un autre enfant, d'un hébergeant pour gagner un peu d'argent. Nos espaces de soins, en général, ne sont pas du tout pensés pour pouvoir permettre la garde des enfants et garantir que l'espace de la consultation se fasse sans les oreilles d'enfants et qu'on puisse parler librement. Les enquêtes nationales, alors elles sont peu nombreuses concernant la santé des exilés, mais montrent toujours des différences d'accès à la prévention qui sont défavorables aux femmes étrangères. Quelques chiffres, alors elles sont 8 fois plus nombreuses. Alors j'ai vu qu'il y avait les chiffres, sont-ils disponibles quelque part? Je pourrais vous faire passer quand même des documents avec les références des chiffres que je cite. Donc les femmes étrangères, elles sont 8 fois plus nombreuses à n'avoir jamais eu de mammographie de dépistage que les femmes en population générale en France. Elles sont 3 fois plus nombreuses à jamais avoir eu de dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est le frottis. Elles ont un taux de non-recours à la contraception qui est 10 fois supérieur à celui de la population générale. Un dernier chiffre, je ne vais pas trop vous assommer, et le risque de mort maternelle est 2,5 fois plus important pour les femmes immigrées depuis l'un des pays d'Afrique subsaharienne par rapport aux femmes françaises. Ces différences peuvent s'expliquer par tout ce qui va rendre difficile le recours aux soins. Donc, on l'a dit déjà, mais c'est les obstacles à l'accès aux droits, le manque d'informations sur le système de santé, le contexte allophone, la précarité de la vie quotidienne avec les changements, les exclusions des lieux de vie qui font qu'à chaque fois, il faut retrouver aussi des personnes de confiance dans le soin, et le vécu de violence qui peut rendre difficile, voire empêcher l'exposition de son corps, aller voir un soignant. Mais les causes sont aussi à rechercher du côté de notre système de santé. Les femmes étrangères restent 4 fois plus nombreuses je vous ai dit, 8 fois plus nombreuses à n'avoir jamais eu de mammographie de dépistage par rapport aux femmes françaises, mais elles sont toujours 4 fois plus nombreuses alors même qu'elles ont un suivi gynécologique. Alors même que la question du recours aux soins ne se pose pas, là, elles ont un suivi. On peut donc s'interroger sur notre système de santé, sa capacité, son incapacité à s'adapter aux besoins des personnes reçues, ce qui amène à la réflexion sur les discriminations qui affectent les exilés, les femmes exilées dans le domaine de la santé. Ces discriminations que l'on observe sont des différences de traitement réalisées sur des critères en général extérieurs à l'état de santé, l'origine, la nationalité, le type de couverture maladie. On a tous entendu parler des refus de soins pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, de la ancienne CMU.
mais aussi pour la langue, de la langue parlée et d'autres critères extérieurs à l'état de santé, et pointe en général le dysfonctionnement du système de santé. Par rapport à la langue, lorsque les professionnels n'ont pas la possibilité de communiquer avec leurs patients, en fait, le risque majeur, c'est de limiter le soin, la réflexion autour du soin aux symptômes visibles, et donc de laisser la place à des actions de santé qui vont être complètement déterminées par les représentations qu'on a en tant que professionnels de présupposés culturels, notamment sur les personnes. Elles sont particulièrement fréquentes, ces représentations, et décomplexées dans les champs de la périnatalité et de la prévention en santé sexuelle des femmes. C'est le cas dans certaines prescriptions de contraception, par exemple. La pilule ou l'implant contraceptif. Certaines professionnels peuvent avoir la tentation de favoriser dans leur discours le recours à l'implant pour des femmes étrangères parce qu'elles ne pourraient pas comprendre les modalités de prise de la pilule, parce qu'elles ne seraient pas en mesure de la prendre tous les jours sans oubli, parce qu'on se dit la précarité, le fait de ne pas avoir d'hébergement stable, forcément, elles vont oublier la pilule. Ce sont des représentations des professionnels, que les professionnels ont des personnes, comme n'étant pas capables de comprendre des explications ou de se plier à des protocoles contraignants. Et on voit que souvent agit dans ces moments-là aussi la question de la langue et de la question de l'interprétariat. C'est aussi l'expression ordinaire de sentiments racistes et xénophobes. Un exemple qui concerne le dépistage de la trisomie 21 lors de la grossesse, dépistage dont on a montré qu'il était moins souvent proposé aux femmes étrangères. Certaines professionnelles ont pu le justifier en prétextant que culturellement, ces femmes ne choisiraient pas l'interruption médicale de grossesse. Vous savez que si on a un risque de trisomie 21, on fait ensuite ce qu'on appelle une amniosynthèse pour faire un diagnostic, et que pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, on propose aux personnes ensuite l'interruption médicale de grossesse. Voilà, certains professionnels se disent, culturellement, jamais elles iraient vers ça, donc on ne leur donne même pas l'information et on ne parle pas de ce dépistage. Ces discriminations peuvent aller d'un simple inconfort, mais à un risque bien plus grave et vital de renoncement aux soins, et peuvent être vécues par les femmes comme des réels actes de violence, ce qui est alors particulièrement insoutenable dans le cadre de soins, et notamment lorsque l'on connaît le poids des violences vécues par les femmes exilées. Alors, c'est 2/3 d'entre elles qui déclarent avoir subi des violences dans notre observatoire, en toutes violences confondues, dont la moitié sont des violences de genre. Des violences donc verbales, physiques, psychologiques, qui sont exercées tant dans la sphère publique que privée, et qui sont exercées parce que femmes. Un autre chiffre lié à notre observatoire, parmi les femmes enceintes, c'est au moins 14% d'entre elles qui le sont à la suite d'un viol. Alors en France, les violences de genre, elles ne sont pas spécifiques aux femmes exilées, mais c'est cette vulnérabilité sociale plus importante liée à la précarité, le défaut des conditions d'accueil, la non mise à l'abri systématique, l'absence d'hébergement, et qui multiplie par 2,6 le risque d'agression sexuelle. Ça, c'était dans une enquête qui avait été faite récemment, l'année dernière, par des médecins à la PAS de Marseille. Le risque de subir des violences est aussi beaucoup plus important lorsqu'on a subi des violences de genre dans le passé. Alors, entendre les violences. Lorsque l'on est une soignante dans un lieu qui accueille
des femmes exilées en situation de précarité sociale, on est très vite confronté à une parole dans laquelle les violences ont une place importante. Des violences multiples, on l'a dit, des violences, celles qui sont passées, déroulent actuellement, celles qui sont criées comme pour s'assurer qu'on les entende, ou au contraire, celles qui sont tues mais qui laissent des traces sur le corps physiquement et psychiquement. Des violences commises intentionnellement par d'autres êtres humains, par des personnes dont on n'aurait jamais pu l'imaginer, un ami, un père, une sœur. Des violences qui se répètent ailleurs, là où on pensait pouvoir être en sécurité, parce qu'il faut survivre au quotidien, se loger, se nourrir. Parce qu'on n'est pas entendu, pas cru, parce qu'on ne peut pas parler dans la langue du pays d'arrivée, parce qu'on est étrangère, parce qu'on est femme. Lorsqu'on est soignante auprès des femmes exilées, il est alors impératif de pouvoir entendre ces violences, de savoir écouter, ne rien faire d'autre qu'écouter, ce qui est particulièrement difficile pour chacune d'entre nous. Face à la violence des parcours de vie, le premier réflexe serait de ne pas entendre. Ne pas entendre l'impensable, l'inhumanité dont peuvent faire preuve d'autres êtres humains. Dans notre métier de médecin, un autre réflexe, c'est celui de devoir faire quelque chose. On représente souvent le médecin avec sa blouse blanche, son stéthoscope autour du cou, l'ordonnancier. Il écoute les battements du cœur, le souffle de la respiration, il ausculte, il palpe, il examine et prescrit des recommandations. Mais quelle ordonnance prescrire face à une personne qui raconte les violences qu'elle a subies? C'est d'ailleurs souvent la question posée par des soignantes lors de formations sur le repérage des violences. Les repérer, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que j'en fais? Au fur et à mesure des consultations et des années, la question des violences devient plus facile à poser. Les réactions des femmes la rendent même évidente puisqu'elle permet de faire émerger le besoin d'écoute, les questionnements de santé qui découlent de ces violences, le besoin de soins et de conseils. On apprend donc à écouter et à se taire. Sans s'en rendre compte, on devient des expertes des différentes formes que peuvent prendre ces violences, des techniques de torture. On dresse des typologies. On apprend les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les viols en prison, les viols sur les routes des migrations en Libye, en Algérie, au Maroc, mais même en France. Et là, elles sont presque encore plus inaudibles. On apprend que pour survivre, les femmes vont accepter des rapports sexuels, sinon c'est la rue, et le risque est encore bien plus grand. On apprend aussi la poursuite des violences via les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Et on continue à apprendre. On finit par être étonné lorsqu'une femme réussit à passer entre les gouttes, et on s'étonne d'être étonné. Face à tant d'impuissance, on s'épuise, on ne veut plus entendre. Le risque est grand d'être soi-même sidéré, de se sentir dépassé. Alors, pour ne pas rester figé dans notre exercice, pour éviter une routine insupportable, on continue de se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait? En équipe, au COMED et avec les femmes elles-mêmes. Dans ce contexte de violences répétées, de manque d'information des femmes, de grande vulnérabilité sociale, il apparaît primordial en tant que soignante de s'interroger sur l'espace de soins qu'on est en train de fabriquer pour elles. Quelle place accorder au droit à disposer de son corps dans cet espace? Comment garantir ce droit? Quelle place donner aux soins de l'intime en médecine? C'est ces réflexions qui ont accompagné la création d'une consultation dite de gynécologie, santé et sexualité au centre de santé à Bicêtre, au COMED, en 2017. Une consultation qui affiche d'emblée la possibilité de parler de sexualité, sujet souvent tabou, et qui facilite l'accès à la prévention de femmes en général très éloignées du soin, tout en garantissant un cadre sécurisant et vigilant à l'égard des violences subies. Cette consultation vient en appui de celle de médecine générale, où certains sujets peuvent déjà y être abordés, mais vont très souvent être considérés comme non prioritaires par les femmes, tant les besoins en santé, en accompagnement social
juridiques sont nombreux par ailleurs. Dans notre observation, les symptômes gynécologiques, les questionnements autour du corps, en particulier de la sphère génitale, sont des motifs fréquents de consultation. J'en cite quelques-uns. Les douleurs au ventre, les règles irrégulières plus abondantes ou l'absence de règles, la peur d'être anormal, l'aspect du corps, de la vulve, le désir d'enfant, l'inquiétude de ne pas pouvoir en avoir, l'absence de désir et de plaisir sexuel, douleur à la pénétration lors des rapports sexuels. Comment avoir un enfant sans rapport sexuel ou comment optimiser pour n'avoir besoin que d'un seul rapport sexuel pour être enceinte. Mais encore l'isolement affectif, l'absence d'un chez-soi, la peur d'attraper des infections par le partage des toilettes, etc. À certains de ces symptômes, on trouve parfois une cause organique. Je pense notamment aux fibromes, à l'endométriose, qui sont des pathologies dont certains papiers scientifiques ont pu évoquer un lien avec des violences sexuelles subies dans l'enfance. Mais très souvent, ces mots se révèlent être plutôt l'expression physique d'un profond traumatisme, le prétexte, ou en tout cas ce qui est plus facile à dire pour parler des violences sexuelles et des viols. Le traumatisme, un changement de pays, s'accompagne parfois d'une absence de règles pendant plusieurs mois. Mais vers qui se diriger lorsque l'on a besoin d'avoir recours à un professionnel de santé pour parler de mots qui touchent à l'intime, lorsque l'on risque de devoir se dénuder, montrer son sexe, et qu'il est primordial que cette consultation soit accueillante et qu'elle ne risque pas de reproduire une forme de violence. En France, la médecine est encore très fortement paternaliste. Le médecin sait mieux que la patiente ce qui est bon pour elle. C'est au cours des études médicales, cette phrase qu'on m'a répétée, « Une femme qui saigne est enceinte jusqu'à preuve du contraire ». Et la preuve, c'est jamais la parole des femmes. On ne les croit pas. On attend le dosage de l'hormone de grossesse par la prise de sang. Le déroulement classique d'une consultation en gynécologie en est un bon exemple. Toutes les femmes ont au moins vécu une fois une telle consultation où très peu de place est donnée à l'écoute, où il s'agit de se déshabiller entièrement pour être examiné sans que le professionnel ait le souci du consentement. Ce rapport asymétrique, médecin-patient, est totalement inadapté pour chacune d'entre nous, mais d'autant plus lorsqu'il s'agit de femmes dont le vécu est marqué par de multiples situations de domination et de violence. Dans ce contexte, cet espace de soins devrait au contraire être un lieu de partage de savoir, le savoir théorique du soignant et le savoir intime de la personne en demande de soins. Il s'agirait plutôt de tenter de rééquilibrer ces positions de savoir tout en ne niant pas que cette asymétrie persiste. La personne reçue se trouve en demande de soins et vient consulter une personne qui sait. Et je suis blanche, née en France, je possède ce savoir propre aux personnes nées en France, j'ai fait des études, je sais où dormir ce soir. Il s'agit de tenter d'aider les femmes à retrouver leur place de sujet en leur donnant les informations et les outils qui pourront leur permettre de choisir pour elles-mêmes, par elles-mêmes. Une façon de redonner cette place a été notamment de remettre en cause la réalisation systématique de l'examen gynécologique, de permettre aux femmes soit de choisir le moment le plus approprié pour elles, pour être examinées, soit de refuser cet examen. Ouvrir cet espace de soins, accueillir ces femmes exilées, accueillir des paroles autour de la sexualité, a donc été pour moi et pour de nombreuses collègues une remise en question du cadre d'exercice imposé par les études médicales. Il est dangereux de garder une posture de savoir lorsqu'on parle de sexualité. Le risque est important d'enfermer l'autre dans une nouvelle norme, un savoir construit sur un point de vue occidental. Qui sait, qui peut savoir? Je reste à l'écoute, je tente de rassurer, mais c'est à mon sens une clinique dans laquelle nous devons accepter d'être sans arrêt embarrassée, voire trébuchante. Je pense à une patiente qui avait fui son pays en raison d'un mariage forcé
Sa sexualité n'avait été faite que de violence, en commençant notamment par une excision particulièrement mutilante, et ce, à 2 reprises. Elle avait une peur terrible des rapports sexuels, mais un grand désir d'enfant. Un jour, elle me demande si l'on peut, au moyen d'examen, vérifier que tout fonctionne bien, qu'elle pourrait effectivement être enceinte. Mon premier réflexe lié à mon parcours médical, ça a été de me dire, mais non, d'habitude, je prescris ce bilan pour des femmes qui ont essayé d'être enceintes et pour qui ça n'a pas marché après plusieurs tentatives. Donc, j'ai failli dire, essayez d'abord. Heureusement, je me suis retenue et pourquoi pas? Pourquoi pas réaliser un bilan simple, et si c'est une manière pour elle de lever certains obstacles et de réaliser son désir. Le bilan est revenu normal. Ce résultat lui a permis de faire un pas vers la réalisation de ce désir. Le temps de ces consultations est largement consacré à l'écoute des femmes, si besoin avec un interprète professionnel, à la transmission d'informations de prévention et de soins qui leur permettent de choisir ce qui est bon pour la santé, pour leur santé. Ce sont des consultations où on me parle de sexualité désirée, de plaisir, et où le rire a une grande place. C'est à mon sens un des autres enjeux majeurs de la consultation, permettre aux femmes de sortir de cette image douloureuse, salie, souillée de leur intimité vers un aspect plus positif de désir et de plaisir. Et elles ont beaucoup à nous apprendre. Pionnières au sein d'un collectif plus large, elles sont les premières à avoir fui un mari qui leur a été imposé, à avoir refusé l'excision de leur fille, à exercer seule l'autorité parentale. Et la vidéo de ce matin, tout à l'heure, le montre aussi. Et elles m'apprennent beaucoup. Elles m'ont poussée à dessiner le corps, à faire des schémas pour expliquer comment fonctionne le corps, à tricoter des vulves. Elles m'ont appris à décomplexer ma parole autour de la sexualité, à parler de masturbation. Elles m'ont appris que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais connu de sexualité désirée. Elles m'ont appris à parler d'excision, à comprendre ces enjeux de santé, à déconstruire mes représentations. Elles m'ont appris à entendre l'ambivalence face au désir d'enfant. Elles m'ont appris à pardonner aux hommes. Elles m'ont appris à changer de posture et à assumer d'être parfois un peu plus du côté d'un échange de paroles entre femmes que de médecin à patiente. Elles m'ont appris à déplacer mon regard et à ne plus les enfermer dans un rôle unique de victime. Merci pour votre écoute.